Quelle place veut occuper la Chine? C'est notre grand angle. Je vous le disais, suite et fin de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, un déplacement que nous allons décrypter avec vous, Emmanuel Véron. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes géographe, spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'École navale et à l'INALCO, membre enfin de l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. Alors d'abord cette image de cet accueil très chaleureux qui a été réservé à Emmanuel Macron à Canton, c'était il y a quelques heures. Alors vous le voyez, il est accueilli comme une rockstar Emmanuel Macron, avec tous ces jeunes étudiants, puisqu'il a beaucoup parlé avec eux, notamment de francophonie. Comment vous expliquez un tel enthousiasme ? Oui, je crois que là, on est dans la continuité du protocole et du savoir-faire en matière d'organisation protocolaire, je disais, par la Chine. Pas du tout spontané, donc, pour vous. Et on est effectivement dans quelque chose d'organisé, manifestement. Donc le choix, à la fois chinois, mais aussi côté français, de faire ces derniers jours de visite d'État à Canton, donc grande métropole urbaine du sud de la Chine, avec une histoire particulière, à la fois dans le temps long, mais aussi contemporaine, puisque c'est là que sont partis un certain nombre, comment dirais-je, du Kuomintang, le parti nationaliste, et puis bien d'autres choses. Mais c'est aussi la proximité avec Hong Kong. Donc le parallèle est quand même assez intéressant à faire. Et puis de grandes régions technologiques, industrielles, etc. Et précisément, là, le bain de foule, si je puis dire, de président Macron est à l'université Sun Yat-sen, c'est-à-dire l'université Sun Yat-sen de Canton, qui est une des grandes universités nationales. Donc c'est quelque chose de très, très protocolairement organisé. Rien n'est improvisé. Et effectivement, on est là sur, a priori côté chinois, une possibilité de satisfaire l'ego du président de la République, en tout cas de satisfaire cette visite d'État. Vous nous direz pourquoi ils veulent satisfaire à ce point Emmanuel Macron. Alors c'est vrai qu'il a parlé de la guerre en Ukraine tout au long de ces 3 jours, Emmanuel Macron, notamment aujourd'hui avec ces jeunes étudiants. La réponse du président chinois, alors sur le sujet, est restée très vague, c'est-à-dire quelle position peut tenir la Chine face à la Russie. On écoute Xi Jinping. En ce qui concerne l'Ukraine, la Chine continue d'appeler à des pourparlers en vue d'un règlement. La Chine est prête à travailler avec la France pour exhorter la communauté internationale à faire preuve de retenue rationnelle et à éviter d'aggraver la situation afin d'empêcher que la situation ne devienne incontrôlable. Respecter strictement le droit humanitaire international et éviter toute attaque contre les civils. Emmanuel Véron, j'imagine que vous n'êtes pas surpris par ce propos qui, encore une fois, reste très évasif. Oui, il y a une forme de distance par rapport à la réalité, c'est-à-dire la réalité des combats, la réalité de la guerre et de l'offensive russe depuis plus d'1 an maintenant sur le front en Ukraine et de l'agression russe. Et j'attire votre attention sur le discours de Xi Jinping dans son offensive, si je puis dire, séduction en direction de l'Europe, et donc de la réception d'Emmanuel Macron, d'Ursula von der Leyen, précédemment le Premier ministre espagnol, etc., etc. Finalement, une suite de délégations, le chancelier allemand au mois de novembre, après le G20 de Bali, une succession de délégations qui se rendent à Pékin pour visiter le président chinois réinvesti au pouvoir. Finalement, cette opération séduction rompt avec la réalité du soutien indirect et implicite de la Chine à la Russie et le renforcement de la relation bilatérale Moscou-Pékin. Et on sait par ailleurs que ce soutien indirect et implicite participe clairement à la durée de la guerre, à la longévité de la guerre. Alors on va continuer sur ce sujet, mais il a dit qu'il allait appeler Volodymyr Zelensky, ce qu'il n'a pas fait depuis le début. On parle évidemment de Xi Jinping. Là aussi, c'est dans le cadre de cette opération séduction. Oui. Il va le faire, il va le tenir ou non finalement? C'est une forme et la continuité de l'habillage. Alors c'était l'effet recherché par l'Élysée, par la diplomatie française, avec lesquels il s'était mis d'accord avec Biden. Un coup de fil au moment du décollage de l'avion pour arriver à Pékin, où Washington et Paris se mettent d'accord, y compris avec Bruxelles, pour contraindre, je mets avec beaucoup de guillemets, ou en tout cas demander à Xi Jinping qu'il prenne contact avec Volodymyr Zelensky, ce qui n'est toujours pas le cas. Et Xi Jinping a répondu, il n'a jamais dit non, mais il a dit on verra en fonction du contexte, etc., sans véritablement assurer qu'il ferait. En tout cas, il n'a pas dit non. Donc effectivement, il laisse, entre guillemets, des portes ouvertes, il laisse une forme de souplesse, mais jamais n'abandonnera, ne lâchera la Russie et continuera ce soutien implicite. Alors selon Paris, Xi Jinping se dit quand même prêt à travailler avec la France, à créer les conditions de négociation entre Moscou et Kiev. Pour nous, l'objectif est rempli. C'est ce qu'on assure du côté français. Vous êtes d'accord avec ce constat? Alors le constat, et c'est le communiqué qui vient d'arriver, de la visite française, de la visite avec Ursula von der Leyen, confirme effectivement ce sujet-là. On verra les effets concret de cette visite dans les prochains jours, les prochaines semaines. Probablement qu'il y aura une instrumentalisation des éléments de langage côté chinois. Il y aura une instrumentalisation de cette visite même
non pas pour servir les intérêts de l'Europe ou de la France, mais précisément pour servir ses propres intérêts, savoir les intérêts de Pékin. Donc il faudra suivre avec attention effectivement comment ça revient. Alors l'envoi d'armes, là aussi c'était une volonté de Paris de dire aux Chinois de ne pas envoyer d'armes en Russie. Ursula von der Leyen a été beaucoup plus ferme qu'Emmanuel Macron. Armer l'agresseur irait à l'encontre des lois internationales et cela nuirait significativement à notre relation, je la cite, qui aurait le plus à perdre, la Pékin ou Bruxelles? Alors effectivement, là, le discours, et ça renvoie effectivement aux positions de Ursula von der Leyen de son discours du 30 mars dernier, en amont de cette visite à Pékin, était beaucoup plus offensif, structuré, cherchant une ligne nouvelle dans les relations entre l'Europe et la Chine, post-Covid. Ça, c'est un sujet important post-pandémie et fermeture de la Chine. Côté Élysée, la ligne était sur un autre portage et probablement que ces dissensions seront instrumentalisées aussi par Pékin. Se jouera de ces éventuelles dissensions, se jouera de la position affichée côté Bruxelles, côté Paris, pour précisément poursuivre cette offensive séduction et pour poursuivre la possibilité d'éclater, de parler en bilatéral au sein des pays membres de l'UE pour instrumentaliser la symétrie en des relations franco-allemandes, sino-allemandes, sino-françaises, etc. Oui, parce que le chancelier allemand, le chef du gouvernement espagnol, ils ne sont pas allés avec Ursula von der Leyen. Ce choix de la France, comment vous l'expliquez ? Eh bien, c'était la position dans la continuité des relations sino-françaises depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, d'aller en Chine avec une représentation européenne. On se souvient de 2018, on se souvient de 2019, à savoir les deux premières grandes visites d'État d'Emmanuel Macron, accompagné d'industriels là aussi, accompagné de ministres européens ou de représentants d'institutions européennes. On est dans cette continuité-là pour afficher à la fois l'étendard français et l'étendard européen. On voit bien qu'il y a une difficulté à construire une ligne claire, mais probablement que l'on connaîtra, en tout cas il faut le souhaiter, un sursaut européen précisément face à la Chine. Et à quel jeu joue Xi Jinping? Puisque vous l'avez dit, c'est une opération séduction. Donc quand il reçoit Emmanuel Macron avec tous ses égards, Ursula von der Leyen, qui dit que en fait il souligne l'indépendance de l'Europe face aux États-Unis, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie? C'est un jeu diplomatique pour justement faire front contre les États-Unis? Quelle est sa stratégie? On est typiquement dans ce que l'on évoquait, à savoir une forme de séduction, mais aussi du protocole diplomatique où Pékin sert d'abord et avant tout ses intérêts. En cherchant des points de proximité, non pas des alliances, mais des partenariats particuliers avec des sphères non occidentales pour travailler un front contre l'Occident, contre l'OTAN, contre Washington. Mais là, il est avec des sphères occidentales. Et cette opération séduction, précisément, de faire levier avec l'Union européenne contre les États-Unis en matière commerciale, en matière technologique, voire en matière de vision des organisations internationales et des grandes questions internationales. La paix, la sécurité ont été mentionnées aussi, des questions sur la biodiversité, changement climatique, etc., etc. C'est-à-dire de peser davantage en tant que grande puissance et d'utiliser l'Union européenne, pays par pays, et l'Union elle-même, comme levier contre les États-Unis, notamment sur les grands sujets globaux. D'où le sujet de la paix, avec beaucoup de guillemets, en Ukraine, le supposé plan de paix qui n'en est pas un chinois en Ukraine, précisément dans la continuité de ce qu'on a pu observer au Moyen-Orient, où la Chine a su, depuis 2 ans, négocier de manière très discrète avec la partie iranienne, la partie saoudienne, pour afficher au grand jour la possibilité que Pékin est aujourd'hui un nouveau faiseur de paix. On aurait tendance à vouloir penser que Pékin serait le même game changer, si je puis dire, avec cette expression qui n'est pas française, pour l'Ukraine. Précisément, pour la Chine, ce ne sera pas du tout simple. Et je ne crois pas qu'il faille parler de paix, précisément de Pékin en Ukraine. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont très présents. C'est une question européenne, c'est une question de sécurité européenne, c'est une question de démocratie. Et là, la Chine est loin de cet environnement. Il cherche une troisième voie, c'est-à-dire entre ce bloc, ce front anti-occidental, qui effectivement qui semble se mettre en place avec Moscou, avec l'Iran. C'est vrai que vous avez rappelé ce rapprochement qui est assez spectaculaire entre l'Iran et l'Arabie Saoudite grâce à la Chine. Alors ça, c'est pour peser d'un point de vue géopolitique ou d'un point de vue économique? Les deux sont articulés. Les deux sont articulés et l'un sert l'autre et réciproquement, si je puis dire. C'est-à-dire que la Chine travaille à construire, selon ses propres termes, souvent en coulisses, d'un nouvel ordre international contre l'Occident, contre les valeurs
précisément de la Charte des Nations Unies, malgré le fait que la Chine connaisse parfaitement tous les mécanismes onusiens et mentionne régulièrement le respect de la Charte des Nations Unies, ce qui n'est pas souvent le cas, notamment dans le soutien implicite et indirect à la Russie, de travailler à des nouvelles organisations dont Pékin aurait le leadership, et c'est facile comme terrain de jeu de travailler sur les ex-tiers-monde, les nouveaux émergents, et puis, le cas échéant, l'Union européenne, selon les bonnes volontés, ou en tout cas selon la capacité à agiter la possibilité d'un accès au marché chinois, de capacité de commerce, de capacité économique, pour séduire et rallier à son camp des États, des secteurs économiques, des technologies, etc. Donc l'objectif, c'est de s'imposer sur la scène internationale, de devenir incontournable, de devenir peut-être le premier acteur. Encore une fois, cette lutte entre les États-Unis et la Chine, c'est ce qui joue encore aujourd'hui. Absolument, c'est bien le mode opératoire, aussi bien quand Xi Jinping reçoit Emmanuel Macron von der Leyen ou qu'il organise a priori un rapprochement saoudien-iranien, on est sur le même plan stratégique que de devenir à terme la première puissance mondiale, dépasser les États-Unis, en grignotant chaque bout du territoire de la planète, des parties économiques, des sphères d'influence, éventuellement des personnes. On est sur un travail extrêmement méticuleux, lent et profond. Alors cette visite d'État d'Emmanuel Macron, elle a coïncidé avec une autre visite, celle de la présidente taïwanaise donc, aux États-Unis. Elle a rencontré le président de la Chambre américaine des représentants, le républicain Kevin McCarthy. Alors la riposte, si j'ose dire, riposte visuelle en tout cas, la Chine a envoyé des navires de guerre, un hélicoptère, un avion de combat. Taïwan reste là aussi un point chaud en ce moment. La Chine, c'est aussi bien d'un point de vue intérieur qu'à l'international. Du point de vue de Pékin, du Parti communiste chinois qui domine l'État, qui domine toutes les affaires de la République populaire de Chine, le sujet de Taïwan est un sujet de politique intérieure. Et jamais ils ne trancheront là-dessus et ils ne changeront d'optique, de perspective, quoi qu'on puisse dire, etc. Donc aucune pression n'est possible là-dessus. Le sujet, et c'était effectivement hasard des calendriers, Tsai Ing-wen, président de Taïwan, était en transit aux États-Unis et a organisé un certain nombre de rencontres à différents niveaux pour aller à terme en Amérique centrale. Parce qu'ils perdent de plus en plus d'influence. Les Taïwanais, il y a beaucoup de pays qui décident, comme le Honduras, le dernier en date. Mais est-ce qu'une guerre est possible ? Une guerre est tout à fait plausible. Un peu un scénario à l'ukrainienne Une guerre à ce stade est tout à fait plausible. En tout cas, côté Pékin, ils agitent la possibilité d'une guerre. Et ils font tout pour penser que la guerre est possible. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Augmentation sans précédent et dans la durée des efforts budgétaires militaires sur toutes les composantes militaires, spatiales, aériennes, navales, etc., cyber, etc. Et puis des postures, changement des doctrines, des stratégies, des scénarios, etc. Mais ils n'iront pas jusqu'au clash, jusqu'au combat. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade, encore en 2023 et probablement encore pendant plusieurs mois, voire quelques années, ils ont une infériorité face aux forces américaines en matière d'expérience opérationnelle, de réalité du combat et de capacité interarmes à faire agir des choses extrêmement sophistiquées pour conquérir l'île de Taïwan. Donc ce qu'ils vont agiter, c'est le spectre de la guerre, tout faire pour soi-disant se préparer, mais organiser un blocus pour neutraliser et étouffer Taïwan par différentes manières, en neutralisant d'éventuelles capacités de réponse américaines, taïwanaises bien évidemment, régionales, je pense au Japon, à la Corée du Nord, en bloquant des lignes de communication, en intimidant, montant la pression, éventuellement en ayant, on l'aura l'année prochaine avec les élections à Taïwan en 2024, des candidats pour neutraliser quelconque capacité de réaction. Donc pour vous, c'est le scénario le plus plausible, parce que j'allais dire que cette menace d'envahir Taïwan, ça va à rebours de leur image de faiseurs de paix, puisque c'est ce qu'ils veulent montrer aujourd'hui. C'est une image qui est d'ailleurs entretenue, probablement à tort, que la Chine est une puissance pacifique, etc. Probablement qu'il faut poser la question aux populations dans les périphéries et marges de l'Empire chinois ou de cette République populaire de Chine, et puis aux voisins, vietnamiens, taïwanais, etc. Donc c'est une image qui s'est construite, précisément qui correspond à des organes internes au parti pour construire cette image de paix, de faiseur de paix. Ça va à l'encontre de ça. En revanche, ils redoutent la haute intensité, ils redoutent la guerre comme on la connaît en Ukraine, et préfèrent des solutions indirectes, allusives, de blocus et d'étouffement, qui seront bien moins coûteuses directement en hommes, bien moins coûteuse politiquement, bien moins coûteuse probablement économiquement sur du long terme. Nous allons suivre ça avec attention. Merci Emmanuel Véron d'avoir participé à ce grand angle sur la Chine dans 64 minutes. Merci à vous. Merci.